Une fois que formé, la première étape, c'était de voir ce qui se faisait dans chacun des milieux-là de formation pour voir que c'était des choses apparentées et différentes à la fois. Et Jean-Pierre a convaincu tout le monde qu'on devrait développer la première étape de formation, que la formation des délégués, donc un cours de délégués qui soit commun à tous les syndicats de la FTQ et à la FTQ même. Et là, on a bâti un cours commun et c'est là que je suis intervenu pédagogiquement en disant il faut partir de ce que les gens connaissent. Ce qu'ils connaissent, c'est leur travail. Est-ce que tes autres partenaires dans ce comité-là, dont Jean-Pierre Bélanger et les représentants d'autres syndicats, étaient familiers avec cette approche? Non. De Paulo Freire? Jean-Pierre, oui, pas les autres. Jean-Pierre, oui. On a bâti un premier cours, qui ça nous a pris plusieurs mois, où ce qui était d'habitude dit au début, ça allait à la fin. Et là, on était en chicane avec le CTC qui faisait la formation attelait vers les connaissances terrain à la toute fin. Exact. Moi, les premières étapes, c'est... J'ai dit aux gens, on va faire parler les gens. On commence par faire parler les gens. Donc, la seule chose ils peuvent dire deux choses. Un, c'est parler de leur travail. Deux, leur expérience syndicale. Commençons par ça. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'ils ont comme connaissance syndicale. Et on va progressivement encadrer ça, enrichir ça, puis progressivement rajouter des outils pour leur donner des outils pour le travail qu'ils ont à faire. Bon. Et ça les gens l'ont acheté assez vite. C'est du bon sens, au fond. Ouais. Mais c'était pas la tradition. Non, pas du tout. Le défi suivant, c'est comment on va former ces gens-là, qui sont nos futurs les multiplicateurs, là, qui sont nos futurs formateurs. Là, on a travaillé un peu avec le CTC, mais eux faisaient appel à un professeur d'université qui voulait leur donner un cours de 6 mois. Tout de suite, on a dit non. C'est pas la bonne voie pour nous autres. Et dans ma douche du matin, il est arrivé dans ma tête le format qui est devenu le format de la FTQ encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, qui est le suivant. On commence par on va prendre les futurs formateurs. On va prendre une semaine seulement parce que c'est tout ce que les syndicats peuvent payer, parce que les libérations coûtent cher. Ça, en résidence, en hôtel, tout ça coûte cher. On va commencer chacune des demi-journées par une pratique de formation que quelqu'un du groupe va donner avec une préparation minimale. Première étape, 1 heure. Deuxième étape, 1 heure. On va réfléchir avec eux sur ce qui s'est passé. Troisième étape, 1 heure. On va identifier les principes pédagogiques qui s'appliquent à ce qui s'est passé. Et c'est devenu le cours de formateur tel qu'il se donne encore aujourd'hui à la FTQ. C'est un multiplicateur fantastique. Il y a eu des dizaines de milliers de formateurs de la FTQ qui ont été formés avec cette méthode-là. Différente un peu de la façon dont moi je l'appliquais, mais l'essentiel, c'est la même chose. Ouais. Et en janvier 1976, à Saint-Jérôme toujours, chez les Jésuites, on a fait le premier cours de formateur et j'avais déjà compris que j'avais des problèmes de crédibilité. Donc, j'ai demandé à des gens qui avaient une crédibilité de venir comme participants. Le directeur adjoint des métallos, Gérard Decky, est venu comme participant. André Messier, comme secrétaire général, mais le Conseil du travail de Montréal est venu comme participant. T'as raison. Et d'autres personnes de ce genre-là, plus des formateurs de base qui étaient des militants de base, mais qui avaient la confiance des dirigeants. Et on a fait une semaine de formation où on a pataugé un peu parce que la méthode était en innovation. On fallait la polir. Puis Jean-Pierre était moins familier que moi avec les méthodes à appliquer, mais il s'est débrouillé très bien. Et au sortir de ça, il s'agissait de voir comment les dirigeants
On avait 2 repères. Un, c'est comment les dirigeants qui étaient présents là réagissaient, est-ce qu'ils trouvaient que c'était correct? Puis le deuxième, c'est est-ce que les formateurs commençaient à avoir une idée de ce que ça voulait dire être formateur? Ouais. Ça nous obligeait à penser vite à un système d'encadrement qu'on a mis sur pied par la suite. Et moi, dans l'encadrement, j'étais guidé par un concept d'auto-formation. Dans l'encadrement qu'on faisait à chaque journée de formation que les formateurs donnaient, on faisait un retour l'après-midi et le soir sur ce qui s'était passé. Et moi, je l'avais déjà quand je formais les formateurs, mais je l'avais encore plus quand je faisais l'encadrement ensuite. J'aidais les formateurs à identifier ce qui s'était passé durant les cours, et non pas avec leur tête, mais avec leur trip. C'est comment tu as vu, comment tu as réagi quand il s'est passé telle chose? Comment tu as vu réagir tel participant du groupe? Comment tu as réagi, toi, face à ça? J'ai appris à se fier à leur instinct et être capable de se laisser guider dans l'intervention par la dynamique qui se passait dans le groupe et du rapport entre eux et le groupe. Ça a permis de développer des formateurs qui sont devenus d'excellents formateurs, qui sont devenus, dans le cas de Métallo, puis à beaucoup d'endroits, des futurs permanents. Des permanents qui arrivaient avec un souci d'écouter les membres. Alors que la tradition un peu traditionnelle, c'était de parler. Oui, c'est ça. Avant d'écouter. Et qui amenait donc des outils de communication un peu plus développés que ce qu'ils avaient auparavant. Ça a permis surtout de développer un leadership qui a fait que la loyauté au métallo, là je vais parler des métallos, parce que c'est ce que je connais le mieux, la loyauté au métallo a été maintenue et développée. Et on a développé aussi l'appartenance à la FTQ, qui était très fragile à ce moment-là, parce que c'était la commission Clich qui venait de passer, et ça avait été difficile pour la FTQ. Et on a augmenté avec cette façon-là de développer les gens. L'essentiel de ce qui se passait, c'était le développement du monde. On développait du leadership à la fois avec les gens qui étaient formés et avec les formateurs. Et les permanents qui devaient changer un peu leur façon de faire, parce que les formateurs, quand ils retournaient, c'est des militants, les formateurs, c'est pas des experts. Ça, c'était un souci que j'ai toujours eu. Et quand ils retournaient dans leur militance quotidienne, ils se confrontaient avec les permanents. Puis souvent, ils bousculaient un peu les permanents parce qu'ils arrivaient avec des nouveaux outils. Les permanents avaient les connaissances techniques, mais n'avaient pas toujours des outils de communication. Ça dépendait des permanents. C'est ça. Et je peux dire, ce programme-là est devenu le programme de la FTQ dans les années suivantes. Il est toujours le programme de la FTQ. J'avoue très humblement que je suis très fier d'avoir bâti quelque chose qui est toujours là 50 ans plus tard. Est-ce que ça a rayonné et ça a été utilisé dans d'autres milieux, selon toi? À ma connaissance, à l'extérieur, ça s'est plus développé parce que ça suppose une organisation solide pour tenir tout ça. Les syndicats de la FTQ et ses syndicats, c'est un peu un cas de figure unique. Oui. Parmi les artisans de toute la démarche en formation syndicale, il y a différentes personnes qui ont été des acteurs importants. Oui, un des appuis que j'ai eu le plus fort vient d'André Messier, qui était le secrétaire général du Conseil du travail de Montréal, qui est allé chercher parmi son noyau à lui des gens qui sont devenus de futurs formateurs. Parmi ceux-là, il y a Joanne Deschamps, qui est devenue rapidement ma co-formatrice. J'ai peut-être fait 10 semaines de formation avec elle. Je lui ai appris le métier. Elle était douée. Elle avait un problème, et je l'ai identifié rapidement et je l'ai travaillé avec elle. Elle était consciente. C'est qu'elle ne se fiait pas elle-même. J'ai appris à faire confiance à ses instincts et à faire confiance à ses outils intellectuels qu'elle était habile et que ça s'agissait de développer. Même chose avec Guy Cousineau et plein d'autres. J'ai développé comme co-formateur, deux formateurs, ces gens-là qui sont devenus des cadres du mouvement syndical par la suite. Et il y a eu une troisième personne que j'ai nommée, qui est arrivée plus tard, mais qui a remis de l'ordre dans la formation syndicale à la FTQ, c'est Esther Desilets, qui avait une expérience à l'ICA, je pense. Elle avait été directrice de l'ICA, mais elle avait surtout
approfondi cette méthode-là qu'on appelait à l'époque expérientielle, c'est un autre vocabulaire là, que je n'ai pas utilisé. Elle avait fait un séjour d'études de 4 années en Suisse, où elle avait développé sa réflexion et ses outils. Et à son retour, je l'avais suggéré au secrétaire général de la FTQ, René Roy, pour passer au service d'éducation. Et au service d'éducation, elle a systématisé des choses que moi j'avais implantées, mais pas toujours systématiques. Il y avait des grandes parts d'intuition dans ce que j'avais implanté, puis des parts d'expérience et par ce que j'avais apporté avec moi. Alors qu'elle a systématisé les choses. Et ça a été plus facile pour tout le monde parce que c'est plus rigoureux encore que ce que j'avais implanté. Après le départ de Jean-Pierre Bélanger, il y a eu Normand Caron. C'est le suivant, c'était Normand, ensuite Pierre Dupuis. Oui. Normand a embarqué très vite dans ces méthodes-là. Il était à l'aise avec la méthode. Pierre Dupuis a la même chose. Après ça, je me souviens moins des personnes qui ont suivi. Non, mais ça a été moins heureux après. Mais c'était déterminant parce que c'était C'était de lancer les affaires. Oui, non seulement le lancer, mais approfondir, puis en faire une sorte de culture commune. Bien, c'est ça. Et ces gens-là amenaient du bagage. Normand avait une formation intellectuelle avancée. Il avait l'expérience des ACEF. Donc, encore là, c'est de travailler avec le monde, partir du monde. Pierre avait l'expérience de permanence syndicale. Il avait une formation financière. Oui, il était au HEC d'abord. Oui, c'est un gars du HEC. Il avait de l'expérience du terrain comme permanent syndical. Il comprenait super bien les méthodes. Il était très proche de Joanne Deschamps. Il avait vu évoluer Joanne, etc. Je dois dire, pour la fierté des métallos et de la FTQ, une grande partie des artisans de la formation par la suite, c'était des gens qui venaient des rangs. Ben oui, c'est ça. Qui avaient été d'abord militants syndicaux, ensuite formateurs. Dans le réseau des formateurs. Puis ensuite en cadre au service d'éducation. Parfois, sont montés dans les structures. Ben, Michel Arsenault, prenez un exemple, est devenu permanent après avoir été formateur, président de son syndicat local à Murdochville, formateur métallo, permanent métallo, directeur métallo, président de la FTQ. Le plus grand plaisir, je pense, que j'ai eu dans mon métier, c'était de développer des gens. Permettre à des gens qui n'avaient pas confiance en eux, qui ne savaient pas toute la richesse qu'ils avaient en eux-mêmes, de découvrir cette richesse-là, de la développer et de faire qu'ils s'épanouissent et qu'ils acquièrent de nouveaux outils. Parce que pour acquérir de nouveaux outils, il faut que tu aies confiance en toi aussi. Ben oui. Pour être capable d'intégrer des nouvelles connaissances, puis bardasser quand ça ne marche pas. Permanent, ça bardasse. Mais bardasser aussi quand tu apprends. Ça, ils sont moins habitués. Mais la fierté de base, c'est d'avoir développé du monde, d'avoir permis à des travailleurs manuels plus scolarisés d'avoir découvert tout le potentiel qu'il y avait dedans de l'autre et leur capacité de se développer et d'apprendre de nouvelles choses. Mais moi, pour moi, c'est ce qui m'a le plus motivé dans tout ce que j'ai fait. Tu es embauché en 1975 par les métallos. Et dès le début, quand tu discutes avec ton directeur puis les dirigeants des métallos de ce que tu veux mettre en place, et tu vas travailler tout de suite avec un comité élargi de gens de la centrale, de la FTQ, et des représentants de 2 ou 3 syndicats. Vous commencez à bâtir un premier cours, puis après ça, vous développez la formation des formateurs. Mais durant tout ce temps-là, toi, tu es chez les métallos. Permanent métallo tout le temps. De 75 à 91. Les 2 dernières années, j'étais directeur adjoint. Là, j'ai été incapable de refuser. C'était la 3e fois que le directeur, Clément Godbout, qui est devenu président de la FTQ pas longtemps après, m'offrait de devenir directeur adjoint. L'atout que j'avais, c'est que je connaissais tout le monde. Ben oui. Mon réseau de métallos était extraordinaire. Je faisais continuellement le tour du Québec. Continuellement. Et je les connaissais avec du temps, parce que je passais avec du temps en formation, soit en résidence, soit dans les journées de formation. Quand Clément a annoncé qu'il partait, j'ai annoncé à Clément que je quitterais les métallos. Je pensais aller à l'ICA, c'est mon projet. Clément m'a dit « Bouge pas, là, je vais voir ce que je peux faire ». Et là, on m'a fait d'aller au Fonds de solidarité pour 2 choses. C'est de passer à l'investissement qui... les rapports étaient difficiles entre la FTQ et le service d'investissement.
Donc, on m'a nommé adjoint au premier vice-président investissement, moi qui ne connaissais rien en finance. Oui. J'ai dû apprendre évidemment rapidement. Comment tu as perçu ça au départ? Parce que je dois te rappeler que beaucoup de militants étaient un peu réticents ou méfiants parce que ça semblait être un peu spécial à entrer dans la finance pour un mouvement. Moi, j'étais métallo. Oui. Et, les métallos étaient très favorables. On venait de perdre la moitié de nos membres au Québec. Oui, au début des années 80. On est passé de 50 000 à 30 000. 50 000 membres à 30 000 membres. Donc, tout ce qui pouvait sauver des emplois ou créer des emplois, on était favorable. C'était simple comme ça pour nous autres. Donc, on n'en faisait pas un problème de principe. On dit, essayons des choses. Il y avait eu des expériences antérieures à la création du fonds, des coopératives de travail, toutes sortes de choses comme ça. Tricofil, etc. Et la majorité n'avait pas survécu. Et là, on disait, essayons d'autres choses, on va voir. Et Jean-Guy Frenette, qui est le concepteur un peu du Fonds de solidarité, m'avait déjà vendu un peu cette idée-là, puis probablement l'avait vendu à Clément aussi. En tout cas, au métallo, on l'a endossé tout de suite et on l'a appuyé. On se chicanait avec le SCFP qui était plutôt plus résistant. Il y avait quelques syndicats qui étaient... Le secteur public, en gros, était plutôt défavorable. Nous, on était favorables. Ça comportait des dangers. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on disait, voilà, ça vaut la peine d'essayer. Et par la suite, même si tu n'étais pas au Fonds de solidarité, pendant les années 80, tu as vu l'expérience se poursuivre? Ben, j'ai collaboré beaucoup. Normand Caron est passé au Fonds de solidarité. Puis Normand et moi, on était habitués de travailler ensemble à la formation. Donc, je collaborais avec Normand au développement des programmes de formation. J'ai pris l'équipe qu'on appelait qui faisait le bilan social. Ça veut dire qui fait le lien entre les travailleurs et le fonds en vue d'un investissement du fonds. C'est ça, il y a toujours une sorte d'intervention de quelqu'un qui fait le bilan social pour savoir si on investit dans la bonne affaire. Là. Bien, il y a plusieurs dimensions au bilan social. Un, c'est savoir si l'entreprise a des chances d'être bien, vivre avec un organisme d'origine syndicale, le Fonds de solidarité, expliquer tout ça aux travailleurs, faire le lien avec les travailleurs. Et aussi, ce que les gens oublient souvent, aller chercher les connaissances de leur entreprise qu'ont les travailleurs. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dépistables par les états financiers. Je vais vous donner un exemple. Cherche dans les états financiers où sont les rejets dans la production. Tu ne les trouveras pas. C'est que, alors que les travailleurs savent. Comme les travailleurs savent aussi, ceux d'expédition, si les stocks sont en réserve, c'est du bon stock ou du vieux stock qui ne vaut plus rien, mais qui est encore dans les bilans financiers. Et si il y a des problèmes de production majeurs, les travailleurs le savent. Fait qu'on allait aussi chercher leurs connaissances. Et associé à ça, il y avait une formation économique à faire aux gens pour expliquer c'est quoi un investissement financier. Là, on le faisait avec des termes financiers. Et on invitait l'entreprise à présenter aux travailleurs, qu'on formait, nous, là, sur 3 jours, le plan d'affaires. On expliquait aux patrons, parce qu'on négociait avec les patrons aussi, en leur disant, si vous n'aidez pas les travailleurs à voir venir ce qui s'en vient, ils vont bloquer. Vous allez avoir des problèmes d'application. Vous êtes bien mieux de les associer au cheminement que vous faites, même si vous devez changer de ce cheminement, vous leur expliquez que la première hypothèse n'est pas la bonne, vous en explorez une autre. Si ce n'est pas grave, ils sont intelligents, ils vont comprendre. Mais associez-les. Fait qu'on faisait cette formation. J'étais responsable de l'équipe qui faisait ça. Quand tu es arrivé, toi, est-ce que c'était déjà en place, la formation? C'était Normand qui l'avait bâti, Normand Caron qui l'avait bâti. Donc, ta formation économique, c'était déjà en place? Et j'ai fait le choix de la développer, mais de ne pas changer ce que Normand il y avait des résistances pédagogiques à la formation que Normand avait bâtie, mais je ne voulais pas y toucher parce qu'il y avait une négociation difficile avec les financiers. Ils trouvaient que des gens d'origine syndicale, qui étaient les formateurs, n'étaient pas les meilleurs pour expliquer les états financiers de l'entreprise. Puis Normand avait gagné sur ça. Fait que ça, je ne voulais pas toucher à ça. Je me dis, il ne faut pas m'exposer à ça. Fait que moi, j'ai développé plutôt d'autres programmes. J'ai développé plusieurs autres programmes.
la plupart du temps avec la FTQ. Mais pas toujours, là, des fois juste avec le fonds aussi. Ça dépendait des programmes que j'ai développés. Mais j'ai développé des programmes après ça. Mais Normand avait semé les choses, puis il avait fait aussi accepter l'idée que dans l'évaluation du dossier, on va tenir compte de ce que les travailleurs nous apportent à travers le bilan social. Et ça aussi, c'est Normand qui a vendu ça, comme il a vendu la formation qu'il avait bâtie avec un professeur de l'UQAM, professeur de comptabilité de l'UQAM. Et moi, après ça, j'ai développé. C'est sûr que je reviendrai à ça. Le fonds se distingue des entreprises financières de son créneau, le capital de risque. Il se distingue par 3 choses. L'entrée d'argent, c'est de l'épargne des travailleurs pour leur retraite. C'est ça d'abord. Ensuite, la façon de faire l'évaluation du dossier tient compte du point de vue des travailleurs et exige de la part de l'entreprise, à l'époque, là, ça a changé après, exige qu'on accepte qu'on forme les travailleurs à partir de l'état financier de l'entreprise. Et permettre, les travailleurs et la direction de l'entreprise permettent qu'on fait au moment de la préparation de l'investissement et de l'investissement, qu'on fasse la jonction et avec les travailleurs de l'entreprise sur l'investissement et avec la direction syndicale. Moi, je faisais cette job-là de faire le lien avec le dirigeant syndical pour dire on s'en va dans telle entreprise, voici à peu près ce que ça a l'air, comment tu réagis, est-ce que ça va faire mal à d'autres, parce qu'on tenait compte de la compétition, est-ce que ça va faire mal à d'autres entreprises, comment tu trouves l'entrepreneur, quels sont les rapports du syndicat avec l'entreprise, etc. On faisait le portrait de la situation. Et ça distingue ça avec le monde financier. C'est que, quand je suis arrivé au fond, j'ai été confronté à une culture qui n'était pas la mienne, évidemment. Une culture de financement d'entreprise en capital de risque. Là. C'est très spécifique. Là. C'est un monde très particulier qui réfléchit très différemment des financiers ordinaires. En tout cas, c'est pas un comptable, pas en tout. C'est pas une mentalité de comptable, c'est une autre mentalité. Quand j'ai pris ma retraite, mais j'avais commencé avant, j'ai eu le goût de continuer dans ça un peu. Fait que j'ai été actif dans mon quartier, c'est Rosemont-Petite-Patrie à Montréal. Et j'ai été actif à la Corporation de développement économique communautaire du quartier qui s'appelle les CEDEC. J'ai été vice-président de la CEDEC et président du comité d'investissement. C'est drôle, un syndicaliste président du comité d'investissement. Mais j'avais ton expérience du fond. J'avais du plaisir à faire ça. Et je le faisais pour mon quartier. J'ai trouvé intéressant d'avoir une application dans mon quartier par rapport aux 13 ans que j'avais passé au Fonds de solidarité. Au fond, j'ai développé des programmes. Développement d'activités, développement de programmes, développement d'outils. Il y a des éléments qui ont été importants pour moi. Un, c'est j'ai été toujours entouré d'équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Ces équipes-là, souvent, étaient plus aventureuses que moi, plus progressistes que moi, je pourrais dire, dans le sens où ils voulaient aller plus loin. Mais je profitais de ce qu'ils m'apportaient pour faire avancer les choses en ayant toujours le souci de préserver nos arrières. Moi, comme responsable, j'avais la préoccupation de faire que ça puisse continuer. Ça, la durabilité. Plutôt pas la fin, la durabilité. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la couleur qui est derrière tout ce que j'ai fait, je pense, c'est la couleur démocratisation. Autant travailler à Saint-Henri, c'est démocratiser le pouvoir citoyen. Travailler à la formation, c'est démocratiser les connaissances. Travailler à développer du leadership, c'est du développement de leadership, évidemment. Dans ce contexte-là aussi, j'avais quand je faisais de la formation, un grand plaisir de rendre accessibles des savoirs complexes. Les universitaires qui développent des savoirs complexes, qui souvent nous seraient utiles s'ils nous étaient présentés autrement, moi, j'avais la tâche de les rendre accessibles. Et j'avais du plaisir à faire ça. Et j'ai eu beaucoup de plaisir ça je l'ai dit déjà, mais peut-être que ça vaut la peine de le redire, à faire découvrir aux gens, aux travailleurs manuels, peu scolarisés souvent, à découvrir tout le potentiel qu'ils avaient comme personnes,
toute la richesse qu'il y avait dans leur expérience de vie, de travail, d'engagement syndical, et tout le potentiel de développement qu'il y avait encore, qui était inexploité par le réseau scolaire. Le réseau scolaire n'était pas axé sur ce genre de personnes-là. Et moi, j'avais un grand plaisir, une grande satisfaction à aider les gens à se découvrir eux-mêmes et à se développer. Je pense que c'est le principal. Mon cher Michel, ça a été un plaisir de faire tout ce parcours avec toi, de se rappeler sur toutes ces années, ces expériences, puis tout ce qui les relie aussi, parce qu'il y a une continuité dans tout ça. Alors, je te remercie. Ça m'a été un plaisir de parler de ce que j'ai vécu.